Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La veillée de prière organisée en mémoire de Monseigneur Paul Siméon Awana a décidé le 12 février dernier en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, de membres du gouvernement, de la classe politique et de différentes communautés religieuses. L'archevêque de Bouaké laisse une communauté orpheline, le gouvernement ivoirien présent aux côtés de la famille ecclésiastique et biologique du défunt. Nous irons dans la commune d'Abobo où le collège moderne d'Abobo PK18 devient le lycée moderne Ahmed Bakayoko du nom de l'ex-maire de la commune et ex-premier ministre. La cérémonie de baptême de ce nouveau lycée s'est tenue en présence du maire de la commune, Kandia Camara, et des membres de la famille Bakayoko. La journée internationale des forêts commémorée ce 21 mars, une commémoration qui ouvre la réflexion sur les outils et moyens innovants de conservation de nos ressources forestières. À suivre dans ce journal le message du gouvernement lu par le ministre Laurent Tchaba. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Des prières sont montées et des chants de recueillement ont été entonnés, mieux formulés à mémoire de Monseigneur Paul Siméon Awana, a décédé le 12 février dernier. L'homme de foi, l'archevêque de Bouaké, laisse une communauté orpheline. Le gouvernement ivoirien présent aux côtés de la famille ecclésiastique et biologique du défunt a pris part à la veillée de prière en mémoire du disparu. C'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, de membres du gouvernement, de la classe politique et de différentes communautés religieuse. François Dion. Il s'est été le 12 février dernier, endormi dans la paix de Dieu. Monseigneur Paul Siméon Awana Djro, archevêque de Bouaké, est accompagné par les prières de la communauté chrétienne en cette nuit du 20 mars à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Veillée de prière en présence de tout le corps du Christ, mais aussi du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé, la classe politique ainsi que le corps social bien représentés, tous en union de corps et de louange. À vous toutes, autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, nous disons notre profonde gratitude et notre infinie reconnaissance pour votre présence fraternelle et réconfortante. Nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire que votre présence ce soir témoigne de ce que vous avez partagé et vécu avec Monseigneur Paul Siméon, qui a occupé de hautes fonctions au niveau de notre pays. Merci de nous accompagner en cette épreuve et Yako à vous aussi pour ce grand collaborateur que vous perdez. Monseigneur Awana, archevêque de Bouaké, laisse orpheline sa famille spirituelle et biologique, un homme de tempérament au verbe haut, dont le témoignage reste édifiant. Monseigneur Awana sera inhumé en sa terre diocésaine le vendredi 22 mars et le gouvernement sera encore à ses côtés. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé accompagnera l'homme de foi jusqu'à sa dernière demeure. Et dans les pages de l'actualité nationale, il y a cette autre expression de mémoire aiguisée en reconnaissance à l'endroit de feu Ahmed Bakayoko, ex-maire de la commune d'Abobo, ex-premier ministre. Le collège moderne d'Abobo PK18 devient le lycée moderne Ahmed Bakayoko du nom de l'ex-maire de la commune, ex-premier ministre. La cérémonie de baptême de ce nouveau lycée s'est tenue en présence du maire de la commune, Kandia Kamisoko Camara, et des membres de la famille Bakayoko. Godefroy Okambawa. Anciennement collège moderne d'Abobo, PK18, baptisé aujourd'hui lycée moderne Ahmed Bakayoko d'Abobo, PK18. L'établissement change de dénomination en hommage à l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, arraché à l'affection des siens le 10 mars 2021. Selon les témoignages, il aura été un acteur majeur dans la communauté éducative de la commune d'Abobo, dont il était le maire. Cet enthousiasme collectif, les populations de PK18 l'ont également ressenti. Elles, dont nombre de familles ont été visitées par le généreux bienfaiteur à la générosité légendaire. C'est donc tout naturellement que celles-ci, dans un élan de reconnaissance, au moment même où l'homme était encore en vie, ont voulu lui offrir ce qu'ils ont de plus cher, ces collèges, c'est-à-dire là où se dessine l'avenir de leurs enfants. Touchée par cette reconnaissance, la famille Bakayoko marque son adhésion à cette initiative qui pérennise les valeurs de l'homme. Convaincu que la jeunesse est le pilier
l'avenir d'une nation, il était soucieux qu'elle soit formée, éduquée et encadrée afin de jouer pleinement sa partition. C'est pourquoi rebaptiser le lycée moderne d'Abobo PK18 en lycée Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18 est un grand hommage qui lui est fait, ainsi qu'à nous, sa famille. Nous en sommes sincèrement touchés et pleins de gratitude. Pour le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, c'est un devoir de mémoire, mais surtout perpétuer l'œuvre de son prédécesseur. Je vous demande de suivre l'exemple de mon prédécesseur à la tête de la mairie d'Abobo en étant des élèves exemplaires, c'est-à-dire consciencieux, disciplinés, studieux et travailleurs afin de réussir vos examens pour devenir des hauts cadres de notre nation. Chers enfants, chers élèves, à partir d'aujourd'hui, les élèves du lycée Ahmed Bakayoko s'appellent les Golden Boys et les Golden Girls. Le lycée moderne d'Abobo PK18 enregistre pour le compte de cette année scolaire 4000 élèves. Les acteurs de l'école souhaitent que ce lycée devienne une référence dans le système éducatif. Pour ce faire, une somme de 10 millions de francs CFA est offerte par le président de la République Alassane Ouattara afin d'améliorer les conditions de travail des élèves et du personnel de l'établissement. Et en économie, la direction du contrôle financier est engagée pour la réforme dans la conduite de ces opérations en misant désormais sur la modernisation, la digitalisation et la mise en place de la démarche qualité. Elle veut mieux maîtriser l'exécution budgétaire et surtout sécuriser l'intégrité des allocations financières. La DCF a fait connaître ses perspectives pour 2024. Reportage. 3 actions majeures entreprises en 2023 par la direction du contrôle financier. S'assurer de l'effectivité des dépenses du gouvernement ivoirien, mesurer la satisfaction des populations par l'évaluation des matières acquises par l'État, vérifier la qualité et la durabilité des ouvrages, ce, grâce à de nouveaux outils digitaux. Nous revendiquons être une des administrations les plus modernes de Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de traquer toutes les poches de déperdition de ressources dans la gestion budgétaire de l'État. Au terme de l'année, on doit vérifier que toutes les matières acquises sont disponibles, mais aussi et surtout qu'elles sont conservées avec la qualité qu'il faut. Bilan positif, mais la direction du contrôle financier s'engage à dégager un plan d'action plus ambitieux pour 2024. En attendant, le ministre Adama Coulibaly félicite ses collaborateurs et les met en mission. Je voudrais vous féliciter ainsi que vos services pour tous les efforts de digitalisation entrepris à ce jour. Je vous encourage à rechercher l'amélioration et le perfectionnement de tous vos dispositifs et d'inscrire la recherche permanente de la qualité et la performance comme credo. J'invite donc chacun de vous à ne ménager aucun effort dans l'appropriation et la correcte mise en œuvre de vos missions. Le contrôleur financier a pour mission d'évaluer les résultats et les performances de programmes au regard des objectifs fixés et des moyens mis à disposition. Un reportage de Jean-Michel Quadio commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Madame, Monsieur, en cette période de mois de Ramadan impliquant une grande consommation de produits de première nécessité, certains commerçants véreux et en manque de diligence spirituelle seraient tentés de profiter de l'occasion pour faire de la surenchère afin de veiller à ce que cela n'arrive pas dans sa zone. Le directeur régional du commerce et de l'industrie de la région de Békay, accompagné de ses équipes, ont sillonné les supermarchés et autres magasins de revendeurs pour s'assurer de la disponibilité des produits de grande consommation et du strict respect des prix. Reportage signé Djeneba Ouattara, commenté par Charles Tatou. Le directeur régional du commerce et de l'industrie de Békay multiplie des visites inopinées sur le terrain, accompagné de celui de l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Objectif, s'imprégner de la disponibilité des produits de grande consommation et s'assurer du respect du prix plafonné des produits de première nécessité que sont le riz, l'huile, le lait, les pâtes alimentaires et autres produits en cette période de carême et jeûne. À cette occasion, grandes surfaces, magasins de grossistes, de détaillants et entrepôts
visités. Riz maman, c'est combien le prix? 13 400. 13 400. D'accord, le riz maman que vous voyez là, c'est 13 400. Secours, 35 000. 35 000. Hein. Le sac de 50 kilos, 35 000 francs. Après les magasins, cap sur le marché Broumakoté de Sokoura. Ici, les deux directeurs régionaux y sont pour le même constat au niveau des produits vivriers. Le gomo là, c'est 500. Tomate aussi, c'est 100 francs. On n'a pas gourmandé. J'ai eu la graine, 350. La dame m'a donné les 3 boîtes là, à 1000 francs. Au terme de cette série de visites, les deux directeurs régionaux saluent l'engagement des commerçants dans la lutte contre la vie chère et expriment leur satisfaction quant au respect des prix. Les marchés sont approvisionnés en produits vivriers et aussi les prix sont abordables. Donc rassurons toute la population d'aller faire des achats à l'aise. Nous avons fait le constat que certains opérateurs vendent des produits à des prix en dessous de d'autres. C'est le jeu de la concurrence. C'est pourquoi nos agents sont sur le terrain pour veiller donc au respect des règles de la concurrence. Ce qui permet ça facilement, c'est l'affichage des prix. Nous sommes également sur le terrain pour nous assurer qu'il n'y a pas de produits périmés, il n'y a pas de produits prohibés. Donc quand le marché est sainement ravitaillé, c'est à l'avantage naturellement des consommateurs. Pour Fatiga Mamadou, tout commerçant qui ne respectera pas la politique de fixation des prix s'expose à des amendes. Belle opération contre le mois de Ramadan qui offre également l'occasion de faire preuve de solidarité, mieux d'exprimer sa générosité à ceux qui font pénitence. À Doropo, un cadre, Abdoulaye Lamine Dambélé, fait un don de 4 tonnes de vivres aux fidèles musulmans de cette localité. Herman Yamia. Plus de 4 tonnes de vivres pour la communauté musulmane de Doropo. Composé de 2 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre et 21 cartons de lait, ce geste est l'œuvre d'Abdoulaye Lamine Dambélé, fils et cadre de la région de Doropo. À travers ce geste, il entend permettre à ses parents musulmans de passer ce mois de pénitence dans de bonnes conditions. Le message que je voulais lancer à nos parents musulmans, c'est de prier pour la paix, surtout la paix et la cohésion dans notre village et dans notre pays, et prier pour le président Alassane Ouattara. Recevant les dons, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à leur bienfaiteur avant d'indiquer que ce geste va soulager les couches défavorisées. Que ce soit Pel, Tielobi, Koulango, tout le monde est satisfait de ces dons-là. Après cette cérémonie de remise de dons dans la soirée, un autre cadre de Doropo du nom d'Abdoulaye Ouattara a organisé une cérémonie de rupture collective du jeûne. Une manière pour lui également de s'inscrire dans ce mois du partage. Dans ce mois de jeûne, il a appelé, il a demandé à tous les musulmans de partager, de se parler. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai aussi pensé, qu'il faut que je vienne partager avec mes parents du village, avec les chefs de service qui viennent d'ailleurs et qui travaillent chez nous ici, et avec tout le monde. Abdoulaye Lamine Dambélé et Abou Ouattara se sont engagés à poursuivre ces actions de solidarité tant qu'ils auront les ressources nécessaires pour venir en aide à leurs parents. Et nous sommes aujourd'hui le 21 mars, date marquant la commémoration de la Journée internationale des forêts, occasion pour ouvrir la réflexion sur les outils et moyens innovants de conservation de nos ressources forestières. L'objectif assigné est de couvrir 20% du territoire au moins à l'horizon 2030. S'inscrivant dans cette vision, de multiples initiatives sont engagées en vue d'atteindre les objectifs identifiés. Suivons ensemble la déclaration du gouvernement avec le ministre Laurent Tchaba. Le point avec Franck Quadio. La forêt et l'innovation, le thème 2024 de la Journée internationale des forêts. Le ministre des Eaux et Forêts interpelle alors sur la nécessité d'adapter la gestion forestière à l'évolution des outils et différents moyens de préservation de nos ressources. Cette thématique nous invite à investir dans de nouvelles solutions pour une gestion forestière durable, notamment la recherche et le développement de technologies innovantes, la promotion des pratiques forestières durables, la mise en place de mécanismes de financement innovants, notamment la création de partenariats multiformes, y compris publics-privés. Elle nous engage ainsi à soutenir toutes les initiatives qui visent la préservation des forêts. La Côte d'Ivoire, dans la dynamique de conservation de sa surface forestière, multiplie par ailleurs les initiatives. Il a été signé le 19 février 2024 l'accord de partenariat volontaire pour l'application de la réglementation forestière,
la gouvernance et les échanges commerciaux du bois et de ses produits dérivés entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Cet accord visant à améliorer la traçabilité du bois ivoirien et de ses produits dérivés engage notre pays à lutter farouchement contre la déforestation à travers la lutte contre l'exploitation illégale de forêts. Des jours de célébration internationale, la réflexion sera de mise pour que les usagers s'imprègnent de plus en plus des avancées dans le secteur forestier. Et parlons de commémoration, de journée commémorative. Notons que les droits des consommateurs étaient à l'honneur le 15 mars dernier. Une journée pour rappeler que les consommateurs ont des droits et qu'ils peuvent les exercer. À cet effet, la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, FECACI, a sensibilisé la population de Yopougon sur les droits. Objectif de l'activité, rappeler les droits des consommateurs, les procédures de plainte et les recours en cas de préjudice subi. Reportage. Problèmes d'approvisionnement des marchés, contrefaçon et hausse des prix des produits. Voici quelques difficultés auxquelles sont confrontés les consommateurs de Côte d'Ivoire. La vie est chère. On ne peut rien même payer sur le marché. Même un sac de riz, même quand tu vas au marché, avec 5 000 francs, ça ne peut rien faire. Tout est cher. Nous supplions le gouvernement qui se souvienne au moins des pauvres que nous sommes qui en souffrent. Nous avons besoin de l'aide. À l'occasion de la 17e journée mondiale des droits des consommateurs, la Fédération des associations actives de Côte d'Ivoire, FECACI, décide de tirer la sonnette d'alarme. Elle rappelle les droits des consommateurs et les mesures de lutte contre la vie chère prises par le gouvernement. Nous avons associé à cette journée le ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil national de la lutte contre la vie chère, la CIE, l'ANARE, l'ARTCI, toutes ces institutions pour venir communier avec la population, pour venir parler, être au parfum des problèmes de la population. Parce que les populations n'ont pas toujours accès de manière aisée à ces structures, à ces sociétés. Nous, FECACI, voulons être le canal par lequel les institutions pourront aussi s'adresser aux populations, mais aussi les populations pourront s'adresser aussi à ces institutions. La CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, profite de cette journée pour dresser un plaidoyer. Le thème retenu pour cette célébration est autonomiser les consommateurs par une transition vers les énergies propres. Le gouvernement met à la disposition des consommateurs des outils pour alerter, des outils pour dénoncer, des outils pour signaler toutes les fois où ils sont victimes ou toutes les fois où ils sont confrontés à une situation qui n'est pas conforme, toutes les fois où ils sont confrontés à une pratique commerciale qui ne les protège pas. Donc 1343, numéro vert gratuit, application contrôle citoyen, ce sont des outils qui sont mis à la disposition du consommateur ivoirien. La journée mondiale des droits des consommateurs a été instaurée pour la première fois en 1983 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Depuis lors, elle est devenue un événement annuel majeur qui se présente comme un moyen de plaidoirie pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Un reportage de Désiré Niamou commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Sachez également que des réflexions approfondies ont été menées sur les avancées de la géographie. C'était au cours de la 14e journée géographique initiée par l'Association des géographes de Côte d'Ivoire. Pour l'édition 2024, le colloque a planché sur la décentralisation et les défis de développement territorial après 40 ans d'expérience. Reportage. Acquis, défis et perspectives de la décentralisation, autant de sujets abordés à la 14e édition des journées géographiques. Nous sommes en train de faire en sorte que, à l'aide de la technologie, de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, et en utilisant la géographie, nous puissions mieux ancrer notre processus de décentralisation. La décentralisation, les défis du développement territorial, nous concerne directement. C'est notre credo, c'est l'essentiel de ce que nous faisons sur le territoire. Et donc naturellement, nous ne pouvons qu'être là, à leur côté, les soutenir, les pousser à la réflexion
pour que nous, comme l'État de Côte d'Ivoire, puissions bénéficier des fruits de leur réflexion. Initié par l'Association des géographes du Côte d'Ivoire, ces travaux s'articulent autour de 3 axes majeurs. Nous allons parler des questions de gouvernance, nous allons voir comment les populations sont impliquées dans l'appropriation de cette décentralisation, voir les partenariats publics-privés au niveau des questions de décentralisation et voir comment cela se décline et comment les populations se l'approprient. Parrain de ces assises, le maire de la commune de Trècheville, Albert François Amichia, invite ses pairs à accorder une place de choix au développement territorial. Notre pays a choisi la décentralisation et le développement local comme outil, comme instrument de développement durable. Je pense que pour nous, acteurs locaux, pour nous, gestionnaires de cités, il est important d'apporter notre contribution afin d'avoir des résultats qui seront transmis au gouvernement ivoirien pour améliorer la politique de décentralisation. Organisées chaque 2 ans, les journées géographiques visent à traiter des questions liées au développement territorial. Elles offrent également des pistes de solutions face aux problèmes rencontrés dans l'urbanisation des villes africaines. Ismaël Evardeo et Davis Oyo signaient ce reportage dans la commune de Yopougon où à Sakara, du matériel de chaîne de froid a été remis à 43 structures sanitaires à base communautaire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et le CDC Africa, du matériel pour la conservation des vaccins. Les capacités opérationnelles des agents de santé ont été ainsi renforcées. Marie-France Conin, Didier Nguessan. Des motos, des glacières et des potes vaccins. Ce sont les dons offerts par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et le CDC Africa à une quarantaine de structures sanitaires. Ces équipements vont permettre de vacciner le couple mère-enfant contre le tétanos, le cancer du col de l'utérus et la Covid-19. Le but de cette cérémonie d'aujourd'hui est de donner des équipements pour préserver les vaccins à la bonne température. Il faut savoir également que c'est en coopération avec la Fondation Mastercard qui est une initiative pour protéger la santé des enfants. Le ministère de la Santé invite la population cible à se faire vacciner. Tous ces dons permettront de renforcer la vaccination dans les 2 régions sanitaires d'Abidjan pour une cible de 228 683 enfants âgés de 0 à 11 mois, 130 855 filles de 9 ans contre le cancer du col de l'utérus, 280 627 femmes enceintes. Chers responsables des structures sanitaires, je vous exhorte à prendre soin de ce matériel, d'en faire bon usage pour des vaccins de qualité. La vaccination concerne les 2 régions sanitaires d'Abidjan pour une cible de plus de 7 500 000 personnes. 359 millions de francs CFA, c'est le montant réparti entre les 2987 sociétaires du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, une rémunération qui s'inscrit dans le cadre de redevances trimestrielles, annonce faite par la direction de la répartition au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée à son siège. Ismaël Evardeo, Davis Oyo. Guy Kamonti Ange, Emmanuel, suspect 95, il y a Soumaoro Mamadou, Dissumbi. C'est une activité de routine pour la direction des répartitions du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur. 2987 sociétaires de la Maison des artistes du Côte d'Ivoire vont recevoir le droit au titre des perceptions d'octobre à décembre 2023. Montant total des répartitions, 359 119 321 francs CFA. Quand les œuvres sont exploitées, les redevances sont payées et la répartition se fait. Autrement dit, la répartition est décalée par rapport à la période d'exploitation. Nous répartissons aussi bien aux titulaires de droits d'auteur qu'aux titulaires de droits voisins. Évidemment, les titulaires de droits d'auteur sont les créateurs eux-mêmes et les titulaires de droits voisins, ce sont les auxiliaires de la création. Je tiens à dire que c'est que quelques bénéficiaires. On va citer une trentaine de noms, mais il y a 2800 et quelques personnes qui sont bénéficiaires de ces répartitions. Selon la directrice de la répartition du Burida, les paiements ont débuté et se font par virement bancaire et mobile money. Prochaine répartition le 15 juin 2024.
Une bonne nouvelle pour les sociétaires du Burida. Droits des femmes et lutte contre la pauvreté féminine. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, depuis plusieurs jours aux États-Unis d'Amérique, a reçu en audience par plusieurs personnalités de haut rang des organisations internationales à New York. Nasseneba Touré travaille au renforcement des relations entre les organisations internationales et la Côte d'Ivoire. Depuis New York, le point avec Annie Sissoko. La Côte d'Ivoire s'affirme sur la scène internationale. En marge de la CSW 68 à New York, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est activement engagée dans des discussions avec plusieurs institutions des Nations Unies. L'objectif de Nasseneba Touré, renforcer les divers partenariats au bénéfice des Ivoiriennes. Amina Mohamed est la vice-secrétaire générale des Nations Unies et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable. Amina Mohamed a piloté le processus qui a abouti au consensus mondial sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 et à la définition des objectifs de développement durable. Avec elle a été évoqué le renforcement des relations entre l'Organisation internationale et l'État de Côte d'Ivoire, s'agissant de l'autonomisation des femmes et de la lutte contre la pauvreté féminine. Autre sujet abordé, l'élection de la Côte d'Ivoire à la vice-présidence du conseil d'administration de l'ONU Femmes. C'est une mission qui a été fructueuse. Nous nous sentons concernés à plusieurs titres du thème de cette année, qui est celui de l'autonomisation de la femme, l'implication des institutions étatiques et l'accès au financement. Et cette rencontre, cet engouement s'explique du fait de l'amélioration de la condition féminine en Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Et cela a été possible, bien entendu, sous l'égide du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. La ministre Nasseneba Touré a été également reçue par Bineta Diop, envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Et Jenny Keita, directrice générale adjointe de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Avec elle, ont été évoquées des questions liées aux droits des femmes en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, l'implication des femmes dans les résolutions des conflits et le maintien de la paix. Faire des échanges gagnant-gagnant avec nos sœurs du monde et d'ailleurs, et je pense que on est sur la bonne voie et je suis convaincu, bien entendu avec la volonté politique qui s'affiche, que la condition de la femme va aller de mieux en mieux. À travers la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, toutes ces personnalités ont félicité le gouvernement ivoirien pour la prise de diverses mesures et initiatives en vue de la protection des droits des femmes et des filles. Et madame, monsieur, sachez également que la Jeunesse pour l'avenir de Fakobli organise la 2e édition du Faoué Talent. Ce sera du 17 au 19 avril 2024 dans le département de Fakobli, région du Guémont. Un festival qui met en lumière la culture de cette région. Pour cette édition, les initiateurs ambitionnent promouvoir la culture et surtout encourager à la jeunesse locale. Le Faoué Talent, retenons-le, reçoit le soutien des acteurs professionnels engagés pour le cinéma ivoirien. Ils s'engagent tous à mettre en avant le dynamisme et la créativité de la jeunesse de Fakobli. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, sachez que le Sénégal s'apprête à élire son futur président et ce sera le 24 mars prochain. En lice, 19 candidats qui veulent donc tous occuper le fauteuil de Macky Sall pour faire vivre ces moments à nos téléspectateurs. La RTI a posé ses valises au pays de la Teranga, de la campagne en passant par l'élection qui se tiendra le dimanche prochain jusqu'au résultat. Vous aurez un suivi quotidien avec notre reporter Sidonie Davila qui se trouve dans cette ville, à Dakar précisément. Elle nous fera le point de cette présidentielle. Toujours dans l'actualité internationale du côté de Bruxelles, en Belgique, la capitale de la Belgique accueille ce jeudi, à 21 mars 2024, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement dans le cadre du premier sommet international sur l'énergie nucléaire. En organisant ce sommet, les pays participants expriment leur volonté de relancer le nucléaire civil, à présenter comme une des solutions pour la transition énergétique. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.